Et souvent, des malades sont hospitalisés aux étages et on passe à côté d'une insuffisance circulatoire parce qu'on a oublié d'évaluer, par exemple, une coartation de l'aorte, on la met au stade de choc cardiogénique, on n'évalue pas la précharge, ou on évalue, on dit que ce gros foie est peut-être en rapport avec une maladie métabolique. Un autre exemple, une infection sévère telle que occasionnée par le méningocoque qui arrive avant l'apparition du purpura, qui est renvoyé une première, une deuxième, une troisième fois à domicile parce qu'on n'a pas évalué l'état circulatoire. La tachycardie est beaucoup plus importante que ne le voudrait le décalage thermique, les pouls périphériques, les pouls centraux. On voit également des médecins de libre pratique qui font le qui est envoyé à l'hôpital ou dans une structure urgente sans être accompagné, sans aucun geste. C'est vrai que notre système de santé publique ne le... Mais on ne peut pas lâcher de tels malades pour être acheminé dans une structure alors qu'il est déjà, on est au stade d'état de choc. Voilà, donc c'est les commentaires que je voulais... Vous avez tout à fait raison, mais je pense que cette démarche structurée dont on parle, elle comporte vraiment, après le quick-look, 3 temps, 3 lettres, le A, le B, le C. Et si on veut aller plus loin, il est extrêmement important d'évaluer tous les éléments de chaque étape. Une erreur extrêmement fréquemment faite, c'est d'oublier dans l'évaluation du C, de regarder s'il y a un reflux hépatojugulaire ou bien une turgescence des jugulaires, et de considérer qu'a priori un choc, c'est toujours un choc hypovolémique. Et je suppose que, comme moi, vous avez déjà vécu des situations de myocardite où l'enfant se présente en état de choc, on ne regarde pas comment est la précharge, on se dit, il est choqué, c'est un nourrisson, je vais le remplir, et là, on le tue en un quart d'heure, puisque son cœur, déjà fatigué, est totalement incapable de faire face à ce surcroît de précharge. Donc clairement, il faut absolument évaluer les 5 éléments du C comme il faut évaluer les 4 éléments du B. Voilà, ça, c'est très très important. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, là-bas, dans le fond. Merci. Pour le remplissage, les solutions équilibrées, on ne l'a pas en Tunisie. Est-ce qu'on a le droit d'associer ragère, lactate et sérum-fi moitié-moitié ou dans quelle proportion? Bon, si vous faites du ragère lactate à la place du salé isotonique, c'est plutôt mieux. Parce que, mais si vous associez les deux, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de règles et il n'y a pas de recettes qui ont été données. Simplement, encore une fois, le sérum salé isotonique, si vous avez affaire à un enfant choqué, vraiment bien choqué, qui est déjà en acidose métabolique, si vous lui donnez du salé isotonique qui comporte beaucoup de chlore, vous allez majorer son acidose. Si vous refaites un pH, vous allez vous dire, bah, tiens, il s'aggrave parce que son acidose s'aggrave. En fait, non. Son acidose s'aggrave parce que vous lui apportez du chlore. Donc c'est un petit peu ça qui nourrit le débat des anti-sérums salés isotoniques. Alors, je crois que quand c'est une déshydratation pas trop sévère, qui ne veut pas boire et qu'on est obligé de réhydrater par voie intraveineuse, utiliser le salé iso, ça marche. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais si on doit beaucoup remplir, un patient qui est dans un état grave, là, il est sûr que le salé isotonique risque d'aggraver de façon importante l'acidose et de la même façon induire des complications rénales parce qu'elles ont été aussi imputées au salé isotonique. Le ragère lactate est mieux et il y a des gens qui ont complètement banni le salé isotonique et qui remplacent par du ragère lactate. Le lactate étant finalement le remplaçant d'une quantité excessive de chlore dans cette solution-là. OK ? Il y avait une question dans le fond là-bas ? Non ? Bon. S'il vous plaît, Monsieur Leclerc, pour le lactate ragère ou ragère lactate, ça contient du potassium. Oui. Ça ne dérange pas? Alors, ça c'est aussi un vieux poncif.
ça n'en contient pas beaucoup. Il est sûr que si vous êtes dans une situation d'insuffisance rénale anurique depuis un certain temps, parce que vous avez affaire à un choc grave, il faut peut-être faire attention. Mais pour le premier remplissage, si vous mettez un peu de potassium, ce n'est pas ce qui va changer la situation. Non, ce n'est pas embêtant. Mais vous avez raison, ça en contient. Si on a des raisons de penser qu'il y a une insuffisance rénale organique, peut-être qu'il faut après passer à d'autres choses. Je pense que dans les années qui viennent, on aura à notre disposition des solutés équilibrées. Il en existe. En plus, ils ne sont pratiquement pas plus chers, c'est ça qui est intéressant, que les sérums salés isotoniques. À Lille, à la pharmacie, on a réussi à négocier le prix d'un produit qui s'appelle Plasmalite. Ce produit est à peine plus cher que le salé isotonique. Voilà. En fait, quelle est la composition exacte de ce sérum équilibré balancé? C'est alors, il y en a différentes sortes qui existent, mais en gros, une partie du chlore est remplacée soit par du lactate, soit par du citrate, soit éventuellement par un autre sel, mais qui n'a pas l'effet délétère sur l'acidose, puisqu'il apporte moins de chlore. Et en général, dans ces solutés-là, ce qui est différent, c'est la concentration en chlore, qui est autour de 95 à peu près. Si vous regardez sur le plasmalite, vous allez trouver la composition qui n'est pas tout à fait la même que celle d'un autre produit. Je crois qu'il en existe 3 aujourd'hui. Les essais pédiatriques commencent à apparaître dans la littérature, mais il y a encore peu de choses qui incitent à dire il ne faut plus faire de salé isotonique. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. Voilà. On y va pour le 3e cas. Ça, c'est le temps qu'il nous reste, 16 minutes, c'est ça? On va y arriver. Donc, cas clinique numéro 3, Cathy, 4 ans, se sent mal après avoir reçu une dose d'antibiotiques. Progressivement, elle développe un œdème des lèvres et sa respiration devient difficile, ce qui l'amène à votre cabinet. Question 1. Après avoir constaté par le quick look que l'enfant a des signes de vie, que faites-vous? Je prends d'emblée le pouls et mesure la pression artérielle. Je commence par rechercher une obstruction des voies aériennes et j'évalue la respiration. C. J'injecte un corticoïde. À vous. Je suis sûr que vous allez à 100% me donner la bonne réponse. Bon, ben c'est très bien, il y a une large majorité qui a répondu B et qui a donc retenu que toute évaluation d'un enfant qui ne va pas bien, après le quick look, ça commence par l'évaluation du A, puis du B. Question 2. Quels éléments recherchez-vous pour étayer votre diagnostic? Urticaire, stridor, wheezing, peau froide, douleur abdominale TRC à 6 secondes, urticaire, pouls faible, pression artérielle basse, vomissement, TRC à 6 secondes. À vous. Ok, donc la majorité a répondu C, qui est la bonne réponse, parce que les autres propositions contenaient soit peau froide, soit TRC allongé. En général, dans la situation qui nous préoccupe, qui est, vous l'avez compris, un choc anaphylactique, il y a un raccourcissement du TRC et la peau est chaude.
Donc, la peau peut être froide, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Donc, c'est un tableau de choc anaphylactique avec pression artérielle basse. Quelle est la pression artérielle systolique normale chez un enfant de 4 ans? 85, 90, 100, 110. Ce n'est pas un piège, c'est pour rappeler une petite règle simple qui nous est très utile. Ah, c'est bon? Là, voilà. La réponse majoritaire, c'est B, alors que la bonne réponse, c'est le C. Parce que la pression artérielle normale, systolique, c'est 90 plus 2 fois l'âge. Donc, soit enfant à 4 ans, 2 fois 4, 8, ça fait 98. Donc, la valeur la plus proche, c'est 100. Question 4. Quel est l'élément thérapeutique prioritaire? L'adrénaline, un corticoïde, le remplissage, la polaramine. Bon, même si la machine n'a pas tout à fait fini, vous avez répondu majoritairement à l'adrénaline, vous avez tout à fait raison. Certains ont répondu corticoïdes. Il faut savoir que dans le choc anaphylactique, aussi bien l'effet des corticoïdes que l'effet de la polaramine n'a pas été démontré, c'est un traitement adjuvant. Tout choc anaphylactique doit recevoir de l'adrénaline. Et bien évidemment, si il le faut, on mettra de l'oxygène et on remplira après. Quelle est la dose initiale d'adrénaline pour cet enfant et le rythme d'injection si inefficace? 300 mg, c'est des microgrammes, pardon, excusez-moi, pas des milligrammes, sinon il n'y aurait aucune réponse bonne. 300 microgrammes en IM toutes les 5 minutes, 300 microgrammes en IV toutes les 15 minutes, 150 microgrammes en IM toutes les 5 minutes, 150 microgrammes en IV toutes les 15 minutes. À vous. Bon, là aussi, vous avez majoritairement donné la bonne réponse. Donc, c'est 150 microgrammes toutes les 5 minutes. Voilà. Donc, l'adrénaline, elle se fait à la dose de 10 microgrammes kilo. En IM, éventuellement en IV, mais ce n'est pas initialement ce qu'on choisit, si le choc est résistant au remplissage. Question 6. Vous avez administré de l'adrénaline intramusculaire et les symptômes ont régressé. A, l'enfant peut rentrer chez elle immédiatement. B, l'enfant doit être emmené à l'hôpital par ses parents. C, l'enfant doit être surveillé et le SAMU doit être appelé pour un transfert à l'hôpital. D, l'enfant doit être surveillé 4 heures et rentrer chez elle si l'état est stable. À vous de jouer. Fermez la porte.
Bon, majoritairement, vous avez donné la bonne réponse. Voilà. Alors, effectivement, il faut faire très attention. Il y a des récidives possibles de choc anaphylactique dans les heures qui viennent et on dit jusque dans les 24 heures qui suivent, même si ce n'est pas très fréquent. En général, c'est assez précocement. Donc, il faut absolument surveiller l'enfant et la faire admettre à l'hôpital pour une surveillance. Alors, je vous recommande la lecture de cet article qui est ainsi référencé, qui est une mise au point de très bonne qualité, faite par mes collègues pneumologues lillois, mais ce n'est pas pour ça que je vous l'indique, parce qu'ils ont fait la revue de la littérature de toutes les données récentes, et ils donnent ici un algorithme de prise en charge extrêmement clair, dans lequel, clairement, ce qui domine, vous le savez, c'est l'adrénaline, puis le remplissage, les autres thérapeutiques étant quand même secondaires, aussi bien les corticoïdes qui peuvent avoir leur place que la polaramine ou autre antihistaminique. Alors je ne sais pas ce que vous avez comme forme d'adrénaline directement auto-injectable en France. Anapen, d'accord, ok. Nous en avons trois formes, mais c'est tout à fait équivalent. Ah bon? Donc, Archives françaises de pédiatrie 2016. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions sur ce troisième cas clinique, n'hésitez pas. Ce qui est très répandu, c'est anaphylaxie et corticoïdes. Oui, mais je pense qu'il faut... C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Dans la mise au point que je vous cite en référence, il est clairement dit, en 1, que le seul traitement de ces situations-là de l'anaphylaxie aiguë, c'est l'adrénaline intramusculaire. Et il est aussi précisément indiqué que les corticoïdes et les antihistaminiques n'ont pas d'effet démontré. On peut les faire, mais c'est adjuvant. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Bon, bah écoutez, je pense que vous méritez bien une petite pause. On a même économisé un peu de temps. Merci. Ce qui est très bien. Merci beaucoup.